Bon, eh bien, on a attendu les quelques minutes obligatoires. On va pouvoir commencer, si ça vous convient. Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette visio. Euh, Quelques points. Alors, je m'entends. Je vais désactiver vos micros pour l'instant parce que je m'entends en double. N'hésitez pas, dès que vous voulez intervenir, à réactiver le micro. Et puis, euh, et puis voilà. Quelques points. D'organisation, on va essayer de durer maximum 1 heure pour pas vous prendre trop de votre temps. C'est l'idée de ces rendez-vous visio, c'est de pas dépasser les 1 heure pour que ça soit rapide pour tout le monde et que ça vous prenne pas trop dans votre temps, tout en vous donnant le maximum d'informations et qu'on puisse avoir de l'échange. C'est aussi ça le but, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Et puis que chacun puisse partager son expérience avec les autres associations. C'est aussi le but de ces rendez-vous. Donc voilà sur la durée. Et puis ensuite, quand vous voulez intervenir, n'hésitez pas à activer votre micro. On peut lever la main grâce à Teams si vous savez comment vous en servir. Ou alors, voilà, vous intervenez comme ça et puis on voit. N'hésitez pas à tout moment. Et puis il y a des moments où moi je vais vous poser des questions. Il y a aussi un petit principe de quiz où je vais vous poser des questions. Et là, du coup, dans la file de conversation, vous allez avoir apparaître une question, un sondage avec 3 réponses et je vous laisserai voilà, 10-20 secondes pour pouvoir donner votre réponse et ensuite on pourra échanger rapidement comme ça. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, Superbe. Merci. Donc, on est réunis autour de ce sujet qu'on a mis en place l'année dernière avec quelques rendez-vous visio, et puis cette année, on se tient à tous les mois, tous les derniers jeudis du mois, vous proposer une visio sur une thématique différente, que ça soit pour les associations qui sont employeuses ou pas, des sujets liés à toutes les associations, des fois liés au sport un peu plus, des fois liés à l'animation. On essaie vraiment de varier et on essaie de faire aussi ces visios en fonction des retours que vous nous donnez. Donc, s'il y a quelque chose qui vous pose question, que vous vous dites il me faut absolument de l'info là-dessus, vous nous posez la question par mail sans souci. Et puis nous, quand ça revient plusieurs fois, on se dit ah bah là, il serait peut-être bien de faire une visio et de pouvoir le partager à l'ensemble de nos adhérents. Voilà pour les rendez-vous asso. Sur AE14, je vais pas trop m'éterniser, mais voilà, on est une association qui avons pour objet le développement et l'accompagnement de la vie associative dans le Calvados. Donc vous venez sûrement vers nous par rapport à vos salariés où on prend en charge avec le dispositif Impact Emploi les bulletins de salaire, etc. Ou sur d'autres sujets qui peuvent être la comptabilité, le numérique, mais aussi la gestion de projet et tout type de sujet où on peut vous accompagner. Faut pas hésiter, voilà, à nous poser vos questions, à nous passer un coup de téléphone. On est là pour ça et pour vous répondre et pour vous dire ce qui est possible ou pas. Donc, mis à part la gestion sociale, faut vraiment pas hésiter à venir vers nous. Et puis, on essaiera de répondre au plus près de votre question. Ce soir, donc, nous sommes réunis le 27 novembre et non pas le 30 comme j'ai pu écrire plusieurs fois dans mes mails, qu'aurait été dimanche. Mais on est bien jeudi. Ça sera tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois. Donc, si je me trompe une nouvelle fois dans les dates, rappelez-vous que le jeudi soir, c'est ce jour-là. Et aujourd'hui, on est réunis sur les différents types de financement pour les associations. Moi, c'est Noé Pécou. Au sein de AE14, je suis agent de développement de la vie associative et l'engagement bénévole. Donc si on revient sur la slide d'avant, je suis vraiment sur cette partie information pour tous, informer tous les dirigeants et bénévoles, et puis dans l'accompagnement de nos adhérents sur le numérique, sur la gestion de projet, et puis sur faire vivre notre réseau d'adhérents. Donc petit à petit, on essaye de le faire vivre en vous proposant ces visios, des rencontres, etc. Si ça vous va, on peut faire un
petit tour de table. Hop, il y a un nouveau qui arrive. Un petit tour de table ou un petit tour d'écran. Si vous voulez vous présenter votre nom, prénom, votre association et peut-être votre fonction au sein de celle-ci. J'ai pas tous les écrans parce que je suis sur ma visu, sur mon écran partagé, mais je sais pas s'il y en a qui veulent commencer et prendre la parole rapidement. Je veux bien commencer. Moi, je suis Joël Suzanne. Ouais. C'est la Ligue Normandie du sport en entreprise et je suis le trésorier. Superbe, merci. Et ben, si quelqu'un veut suivre et continuer, Moi, je suis Thierry Enouf, donc je suis le secrétaire de l'association Flashdance IF. super, merci. Moi, je suis Anna Liobé, je suis membre du CLC Natation, Club laïque colombellois natation. Et je suis nouvelle au bureau, donc je me renseigne en sachant que, quelles que soient les propositions ou les idées, je remonterai le CLC Colombelle et pas seulement la section natation. Ok. J'ai déchiffré un peu votre micro, je pense, Et un a un problème. petit peu bugué. Vous êtes de la section natation de Colombelle, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et plus largement, vous représentez l'ensemble du club laïque colombellois. Oh non, je représente pas. Je fais Oui, partie vous de faites la partie, section pardon. natation. Je ferai remonter les infos si les solutions nous conviennent. Ok, pas de souci. Merci. Je Est-ce que d'autres suis, personnes? Pardon. je suis Jean-Luc Lévesque de l'Association des ingénieurs professionnels de France. J'en suis le président et on est tout nouveau adhérent de la d'AE 14 avec des rencontres que nous avons fait avec Florent André. Voilà. Super, super. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter ou on a fait le tour peut-être. Bonjour, Madame Bonjour. Tonnery, l'élan Virois, je suis la présidente. Super, merci. Parfait. Eh bien, on va pouvoir démarrer alors ce sujet autour des différents types de financement pour les associations. Donc l'objectif de cette visio, ça va être d'identifier les principales sources de financement, de comprendre leurs avantages et leurs limites. Et ensuite, on va passer une petite partie sur sécuriser et diversifier son modèle économique. Donc, on va rentrer un petit peu dans ce qui est le modèle économique et le modèle socio-économique, sans aller trop loin parce que on pourrait y passer beaucoup de temps. Et ensuite, découvrir des pistes adaptées aux associations. Ce sujet est très vaste et on pourrait y passer une formation un peu plus grande. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop frustré pardon, de ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais j'ai essayé de faire voilà, le plus complet possible dans la limite de temps qu'on a. Donc, pour commencer, j'ai une petite question à vous poser, un petit quiz. Alors, tac, je vais essayer de le lancer. Démarrer. Normalement, vous avez dans l'espace de conversation ou alors sur votre page directement un quiz qui s'est mis, nommé quiz 1. Est-ce que tout le monde le voit? Non. On coche sur conversation en haut de l'écran, c'est ça? C'est ça. Normalement, si vous allez sur conversation, il y a la Ah, conversation qui s'ouvre et il doit y avoir un quiz qui s'est ouvert, hmm. quiz 1, avec des réponses qui sont rouge, jaune ou vert. Oui. Vous le voyez tous ou ça Oui, marche pas oui, forcément? oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Cousin, oui. Alors, Ok, donc la question est celle-ci. Quelles ressources mon association peut-elle recevoir? Donc, trois réponses possibles, toutes celles possibles et imaginables, avec la réponse rouge, celle indiquée dans les statuts de mon association, avec la réponse jaune, et aucune ressource. Une association, c'est sans but lucratif, avec la réponse verte. ça dépend de quoi vous parlez comme ressource. Les ressources financières, on va dire.
D'accord. Je vous laisse aller 10-15 secondes. Après, s'il y en a qui ont du mal avec le quiz ou que ça s'affiche pas forcément, on peut le faire à l'oral rapidement. J'ai 2 réponses. J'ai 2 réponses sur le jaune. Allez, on va continuer. Donc, la réponse était bien la réponse jaune, celle indiquée dans les statuts de l'association. Donc, les statuts, c'est vraiment les règles qui régissent le fonctionnement et l'organisation de votre association. L'article qui est souvent dénommé ressources prévoit voilà ce que vous pouvez recevoir ou ne pas recevoir. Tout ce qui, si c'était pas écrit dans vos statuts, en fait, ça veut dire que vous pourriez pas recevoir ces ressources. Donc si dans votre article, s'il y a rien dans vos statuts qui indique recevoir des subventions, eh ben votre association, elle se laisse pas le droit de le faire. Donc c'est un petit point, je voulais commencer par ça, que vous pouvez vérifier déjà dans vos statuts. Logiquement, vous devriez tous l'avoir, j'espère que vous l'avez tous. Si vous l'avez pas, voilà, ça amènera une petite modification de statut, mais faut pas hésiter à nous poser la question à ce moment-là si vous avez des difficultés. Alors, on va partir sur les sources de financement. Donc, après chaque ou quasiment chaque source de financement, j'ai un petit quiz comme ça. Si ça vous va, j'essaierai de mettre dans le chat ou alors on le fera à l'oral. Donc, le premier financement, celui qu'on connaît quasiment tous, je pense, les financements publics. Donc, les financements publics, ils préviennent des administrations et des collectivités. Donc de l'État, des régions, des départements, des communes et aussi de l'Europe. Ils visent à soutenir des projets d'intérêt général et sont souvent attribués après appel à projet ou dossier de demande. Voilà, le financement classique, c'est votre collectivité, au hasard la ville d'If ou la ville de Vire. Un dossier de demande de subvention, vous le remplissez chaque année et puis la collectivité vous finance ou pas. Les avantages, c'est la stabilité et les montants significatifs. Ça dépend en fonction des associations, mais bien souvent, la collectivité finance quand même une partie de votre association. L'autre avantage, c'est aussi la reconnaissance institutionnelle. De par cette subvention monétaire, eh ben, vous avez une reconnaissance et un partenariat, on peut dire, établi directement avec la collectivité. Les limites que ça peut avoir, la concurrence élevée, il y a beaucoup d'associations dans chaque ville et donc au bout d'un moment, les collectivités vont pouvoir faire un choix en fonction de ce qu'elles ont établi dans les dossiers de subvention ou en fonction d'autres critères. Donc plus le nombre d'associations qui font la demande augmente et moins les ressources des collectivités sont hautes, on va dire, plus un choix va être fait ou alors plus eh ben, les montants vont pouvoir descendre. Et des démarches administratives parfois lourdes en fonction de la collectivité, que ce soit les villes ou plus haut, départements, régions, États, eh ben, la démarche peut être parfois plutôt longue. Ainsi que les délais de versement. Je sais pas dans vos collectivités, mais là sur la fin d'année, il y a pas mal de villes qui ont leur dossier de subvention. On va faire la demande en novembre-décembre. Ça va passer en commission des fois en février ou mars, et puis parfois on va être payé de la subvention aller en juin-juillet. Donc c'est souvent une subvention qu'on s'y attend parce qu'on a la réponse de la collectivité, que ce soit oui ou non, mais entre la réponse et le moment où l'argent arrive dans notre banque, il y a parfois un délai plus ou moins long. Il faut prévoir la trésorerie. Exactement. Et parfois, voilà, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas dépendre seulement des financements publics. Donc parmi ceux-là, bien sûr, voilà, les subventions de vos collectivités. Il y a un appel à projet qui s'appelle FDVA, le Fonds de développement
de la vie associative qui est au niveau État et ensuite réparti dans les départements. Ce FDVA, il va démarrer mi-janvier. C'est vraiment une subvention qui est accessible à tous, qui demande un peu d'écriture en fonction de votre budget, s'il est plus ou moins haut, mais qui est quand même accessible, moi je trouve, à toutes les associations et que parfois on se dit qu'on n'aura pas forcément le financement ou que ça vaut pas la peine. Moi je vous dis plutôt, allez-y. Pour l'instant il est encore là, donc faut pas hésiter à faire les demandes. Et à E14, on vous accompagne dans ce FDVA en vous expliquant les attendus lors de réunions. Vous aurez bientôt le calendrier de nos réunions, où on va parcourir un peu toutes les collectivités qui sont partenaires d'AE14 et plus. Donc notamment autour de Caen, on a plusieurs réunions. On va à Bayeux, on va à Vire, on va vers Honfleur, à Lisieux. On essaie de couvrir tout le territoire. Donc faut pas hésiter à venir lors de ces réunions. Et si vous n'êtes pas disponible, eh ben, à venir vers nous. On vous aide à remplir le dossier ou à répondre aux questions. Alors, une nouvelle question, un nouveau quiz. La subvention de la collectivité, c'est un financement. Alors, je vais essayer de réactiver le deuxième quiz. En étant que sur un écran, c'est pas le plus simple, mais on va y arriver. Hop, envoyer. La subvention de la collectivité, c'est un financement que la ville a l'obligation de verser à ses associations, facultatif et discrétionnaire, qu'une association peut recevoir juste en demandant. S'il y a des retours directs à l'oral, je suis preneur aussi. Ouais, si ça marche. C'est un peu plus partagé pour l'instant. J'ai deux réponses qui ne sont pas les mêmes. Hop, on a trois réponses. Donc, la bonne réponse était le bonhomme jaune, facultatif et discrétionnaire. Si on reprend la définition de la subvention de la loi d'économie sociale et solidaire, donc ESS de 2014, on y voit que les subventions sont facultatives. L'association n'a aucun droit sur son renouvellement ou son attribution. La décision du financeur est discrétionnaire, il n'a pas à se justifier. Et on voit aussi que les subventions doivent contribuer à des actions, activités ou projets d'intérêt général. Pourquoi je vous ai posé cette question? C'est parce qu'on entend souvent ou moins souvent, mais ça arrive, ça fait 15 ans que j'ai la subvention de la collectivité, ils n'ont pas le choix de me la verser. Alors oui, dans la plupart des cas, c'est ce qui va se passer, mais c'est pas une obligation. Donc le jour où ils se rendent compte que l'association ne fait plus forcément ce qu'elle met dans sa demande, ou que son budget il est 3 fois supérieur dans sa demande de subvention à ce qui se passe réellement, ils ont tout à fait le droit de dire une année sur l'autre, c'est fini, on vous subventionne plus. Et elle n'a pas à se justifier. Ça veut dire que en fonction de vos relations, il pourrait vous dire non, c'est fini, et puis basta. C'était un autre point qu'on a voulu mettre en avant, parce que voilà, il faut se rappeler cette loi-là, et que c'est pas acquis à chaque fois. C'est pour ça que voilà, tous les ans, on sait que les collectivités reviennent vers vous pour vos bilans, pour refaire la demande, alors que souvent, ça dépend des associations, hein, mais on peut y voir plus ou moins les mêmes choses. C'est aussi pour qu'ils justifient. Alors, on continue sur les types de financement avec les financements privés. Donc, les financements privés, ils peuvent provenir d'entreprises, de fondations ou de particuliers. Ils peuvent prendre plusieurs formes, par exemple de dons financiers, qu'on peut appeler mécénat pour les entreprises, de sponsoring ou d'apport en nature. Ils sont souvent ou ils peuvent être liés à la politique RSE des entreprises, donc la responsabilité sociétale des entreprises, ou à des projets spécifiques. Concrètement, c'est quand vous avez un mécène ou un sponsor. Donc si c'est un mécène, il vous fait un don d'un montant pour soutenir l'association. Si c'est un sponsor, il peut y avoir une contrepartie, lui proposer une activité,
quelque chose pour ses salariés, ou alors une contrepartie en communication. Vous affichez un panneau autour de votre stade, vous avez son logo sur vos affiches et tout ça. Les avantages des financements privés, ça peut être la flexibilité et la visibilité, et la possibilité d'innovation. Là, on est ouvert à tout. Donc, on sait que les financements d'entreprise, je dirais pas qu'ils sont de plus en plus rares, mais ils sont de plus en plus, les associations vont de plus en plus vers le privé, vers les entreprises. Donc avant, là où bien souvent on connaissait l'entreprise de sa ville, on allait la voir et puis ils nous finançaient un petit peu, de plus en plus, ils disent qu'est-ce que j'ai en retour moi? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que vous me proposez une activité? Qu'est-ce que vous me proposez? Donc ils sont de plus en plus, on est de plus en plus en concurrence, on peut dire, entre associations, parce que ces entreprises, elles sont sollicitées par bon nombre d'associations. Les limites, c'est la prospection et le réseau nécessaire qui est quand même, voilà, le réseau reste la première phase pour trouver un nouveau partenaire, un nouveau mécène. Et la dépendance à l'intérêt du financeur, donc de ce partenaire, qui peut avoir plus ou moins d'intérêt envers la pratique ou l'animation qu'on propose. Alors, une nouvelle question. Le sponsoring et le mécénat, est-ce que pour vous, c'est la même chose? Il y a un mot en anglais et l'autre français. C'est un don gratuit, le sponsoring, d'un retour, non? Ouais, je l'ai évoqué un petit peu rapidement dans la présentation. Donc, on serait plus sur non, si l'entend la première réaction. Je vous ai Oui, pas mis si, les réponses, mais oui, c'est une forme de partenariat avec une entreprise. Deuxième réponse, c'est le partenaire qui choisit celui qu'il préfère. Ou non, ce sont deux formes de partenariat différents. Oui, c'est avec une entreprise, c'est le partenaire qui choisit celui qui préfère. S'il y a des réponses, des commentaires, des réponses en direct, n'hésitez pas. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est la même chose? Non, ce sont deux formes de partenariat différents. C'est ce que je vous ai un peu expliqué dans les notions. Si on prend les deux à part, le sponsoring se définit comme le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Quant à lui, le mécénat est un soutien apporté par une personne physique ou morale sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. La différence entre les deux, c'est bien ce bénéfice, cette contrepartie, que d'un côté le sponsoring, on a toujours une contrepartie ou un bénéfice, et dans le mécénat, on n'a pas de contrepartie directe, on n'a pas de retour, on n'engage pas d'argent pour quelque chose. Donc le sponsoring, qu'on peut appeler partenariat entre deux entités, ou le mécénat, c'est plus une entité qui va faire un don, voilà, à votre association. Oui, mais le mécénat, s'il fait un don, il peut demander aussi que ça serve pour telle mission ou autre chose. Oui, oui, Alors, c'est un peu entre les deux, on va dire. c'est plus, quand on dit pas de contrepartie ou quoi, c'est pour lui, Pas de contrepartie directe, mais il peut y avoir une contrepartie. Il donne une somme d'argent pour telle mission ou dans l'association. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, un don ou un mécénat, ça peut être fléché sur une chose. Par contre, la personne donateur n'a rien en retour. Non. Voilà, je voulais le remettre parce que des fois on confond un petit peu les deux. Ce qui est important, voilà, la différence entre les deux, c'est que sur le mécénat, dans le cas où vous délivrez des reçus fiscaux notamment, il peut pas y avoir une convention de partenariat qui dit que d'un côté l'association s'engage à afficher le logo partout, à fournir une affiche,
à financer un jeu de maillot, et de l'autre côté, eh ben, l'entreprise s'engage à verser 5 000 euros. Dans le cadre du mécénat, ça peut pas être ça. Le mécène, il va s'engager à verser quelque chose, que ce soit monétaire ou pas, et de l'autre côté, l'association ne s'engage à rien, il n'y a pas de contrepartie directe. Est-ce qu'il y a beaucoup de mécénat dans les associations maintenant? Dans les faits, on est plus Ouais, dans sur les du faits, oui. Dans les faits, on est plus sur du sponsoring, Oui. mais les associations fournissent souvent des reçus fiscaux qui sont liés à du mécénat. Et nous, on vous dit attention, parce que le jour où les services fiscaux mettent le nez un peu là-dedans, il y a un risque. Donc, s'il y a besoin sur ce sujet-là qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou appel, et puis on pourra en discuter. Mais faites attention. Oui. Les dernières années, voilà, enfin depuis quelques années, il n'y avait pas forcément de contrôle, et nous, on voit de plus en plus de contrôle sur ces parties-là. De la part des services fiscaux, il y a des associations qui viennent vers nous en disant, bah voilà, on comprend pas trop, on se fait contrôler sur tous les reçus fiscaux qu'on a établis, etc. Donc, faut faire attention. Ça aussi que je voulais en reparler un petit peu. Mais je pourrais aussi vous enverrer, voilà, dans les guides que je vais vous transmettre demain après la visio, il y aura ces points-là. Vous nous transmettez les slides après ou pas? Ouais, Oui, ouais. super. Demain, je Merci. vous referai un mail avec les slides, et puis à la fin, je vais vous parler de quelques documents que je vous enverrai également. Alors, on continue sur nos ressources. On va évoquer les ressources propres. Donc, les ressources propres regroupent tout ce que l'association génère elle-même par son activité. Dans les exemples types, ça peut inclure les cotisations de vos adhérents, les ventes de biens ou de services de la part de l'association, l'organisation d'événements qui peuvent vous rapporter de l'argent, et toutes ces choses-là. Tout ce que l'association va générer par elle-même. Ces ressources propres, elles vont renforcer l'autonomie financière de l'association, parce que c'est ce que vous générez directement, et donc vous dépendez plus de partenaires, de financeurs, de collectivités, mais bien de vous-même et de vos activités. Donc l'avantage, c'est l'autonomie et la trésorerie immédiate. Quand un adhérent vous verse sa cotisation, l'argent, il est là tout de suite. Quand vous organisez un événement, une fois que vous avez payé vos charges, l'argent, il est là également tout de suite. Et vous dépendez automatiquement moins des financeurs externes. Les limites qu'il peut y avoir, c'est le cadre juridique et fiscal à respecter en fonction de vos activités. Sur le cadre juridique, c'est pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, et ces questions, elles peuvent être en fonction de votre activité et votre association. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous si vous avez des interrogations sur ce cadre, sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, à quelles limites, et tout ça, on peut vous répondre sans souci. Et les limites, c'est que ça demande un investissement en temps et en énergie, parce que bah, c'est vous-même, c'est vos associations qui vont organiser tout ça. Donc que ça soit avec des bénévoles, avec vos salariés, avec l'ensemble de vos membres. La question sur ce point-là, une association peut-elle exercer une activité commerciale? Alors, non, la loi de 1901 ne le permet pas. Non, une association, ce n'est pas une entreprise. Ou oui, rien ne l'empêche. Le petit temps que j'active le quiz, mais si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. C'est sûr qu'une association n'est pas une entreprise, hein. Il n'y a pas une histoire de gestion avec soumis à la TVA, non à la TVA dans l'approche? Si, ça peut venir un peu plus tard. Il y a ces questions-là qui vont se poser à un moment donné, ça c'est sûr. Plus largement, Ouais. voilà, d'impôts commerciaux en général.
j'ai eu deux réponses qui sont rouges. On va pouvoir passer à la réponse. Donc la question, une association peut-elle exercer une activité commerciale? La bonne réponse était le bonhomme vert. Oui, rien ne l'empêche. Alors cette question, elle était un peu tournée pour vous faire réagir aussi. L'activité commerciale, des fois, ça peut faire peur. Une association peut exercer à titre habituel une activité économique et ou commerciale, sous réserve, qu'elle soit inscrite dans les statuts, que l'association ne procède pas à une redistribution des excédents entre ses membres, ce qu'on peut appeler la gestion désintéressée, et qu'elle respecte ses obligations, notamment fiscales et issues de l'application du droit commun. Donc, j'imagine que toutes vos associations ont l'activité économique et ou commerciale quand vous simplement organisez un événement où il y a une vente de gâteaux ou une vente de buvettes, quand vous vendez un t-shirt à l'effigie de l'association, eh ben on a une activité commerciale. Toutes ces choses-là, on appelle ça une activité commerciale. Et vous devez tous, j'imagine, enfin vous avez tous, je pense, un numéro de SIRET qui vous permet notamment d'avoir une activité commerciale. Ça va là-dessus? Il y a des réactions Ça va. Superbe. Voilà, ensuite, on parlait un peu de TVA tout à l'heure. Oui, bien entendu, il y a certaines limites à une activité commerciale. Il peut y avoir des conséquences fiscales, où là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pareil, dans le petit guide que je vais vous fournir à la fin, tout ça c'est expliqué. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi. L'important, c'est ce qu'on appelle la gestion désintéressée. Donc, les dirigeants ou les membres de l'association ne se voient pas rétribuer les fonds ou les excédents de l'activité. Que cette activité elle corresponde bien à votre objet associatif. Ça veut dire que si notre objet, c'est, je sais pas, le sport en général, qu'on fait une activité commerciale qui vend des ordinateurs, eh ben, on n'est plus forcément dans l'objet qu'on s'est donné. Et puis, un peu plus loin, on va aller questionner ce qu'on appelle les 4 P, ou un peu plus, est-ce que votre activité va faire concurrence à une activité classique commerciale d'une entreprise, d'une SARL, d'une SA, etc. Et là, on va déjà dans ce qu'on peut appeler des faisceaux d'indices ou des réflexions sur si votre activité est permise ou pas. Une précision sur la redistribution. Il est marqué redistribution des excédents entre ses membres. Qu'est-ce qu'on entend par ses membres? C'est les adhérents, c'est le conseil d'administration, c'est l'ensemble. Quelle est la terminologie de ça? C'est l'ensemble. Tous les En membres. fait, c'est tous les membres. En fait, que vous soyez membre adhérent parce que vous pratiquez ou parce que vous participez aux activités de l'association une fois dans la semaine, ou que vous soyez trésorier de l'association, la rétribution n'est pas possible. D'accord. Redistribution, on dit pas de rétribution, Oui, redistribution, hein, on est bien redistribution, d'accord. pardon. Ouais. Je précise, on fait une soirée quelconque. On a donc des excédents puisqu'on a fait un bénéfice par rapport à ce qu'on avait investi. Donc cette somme-ci, on en fait quoi si on peut pas la redistribuer auprès de ses adhérents sur une manière ou une autre? C'est pas un pot de fin d'année au profit de tous ses adhérents ou un truc du même genre, quoi. Voyez-vous un petit peu l'esprit? En fait, l'excédent, vous le réinvestissez dans l'activité de l'association. Ça Si dans rentre dans la l'activité de trésorerie. l'association. Ah oui, ça Ouais, rentre dans la trésorerie, ça, il n'y a pas de souci, oui, à ce niveau-là. donc, si vous organisez un temps convivial en fin d'année où tous les adhérents sont invités, oui, c'est possible. Si vous fléchez l'excédent d'une manifestation en disant ça va servir à payer les cadeaux à machin et machin, bah là, ça pose plus de questions. D'accord, d'accord. Ça va être moins possible. Hum. L'idée, c'est que les excédents, ils rentrent dans votre trésorerie et ils servent à votre objet associatif. Ok. Alors, une contribution que j'ai voulu mettre qui n'est pas monétaire
les contributions non financières. Donc, outre les financements monétaires, les associations bénéficient de nombreuses ressources immatérielles. Par exemple, le bénévolat, donc le don en nature, la mutualisation qui est possible entre associations, le partenariat, la mise à disposition des fois de biens ou de locaux, par exemple par les collectivités. Ça, c'est des ressources, des contributions non financières. Et ces apports, ils renforcent la capacité d'action et nous vous conseillons fortement de les valoriser, notamment dans vos budgets. C'est en bas de vos budgets, il y a un tableau voilà, où ces ressources, elles peuvent être ajoutées. Hop. Alors, je crois que j'ai un bug sur la fenêtre. Je vous repartage la bonne. Ouais, je pense que c'est bon. Et les heures aussi de bénévolat, on peut les mettre aussi sur le bilan, hein. Exactement, ça c'est très important. Les heures de tous vos bénévoles, que ce soit les bénévoles dirigeants comme vous ou des bénévoles qui s'engagent tout au long de l'année, c'est très important de les faire apparaître dans vos budgets. Et bien le valoriser, oui. Ouais, et ce qui peut être parfois un peu compliqué et où notre cerveau peut un peu bugger, c'est que voilà, c'est à vous de calculer ces heures et c'est à vous aussi de définir le montant associé. Dans vos budgets, vous allez avoir la case bénévolat et vous allez devoir faire le calcul du nombre d'heures. Si on prend un bénévole, vous allez faire le calcul de tous les bénévoles, mais si on en prend un, le nombre d'heures dans l'année, si on dit 200, et ensuite vous allez y associer un taux horaire. C'est un peu à la louche quand même, hein. Et ouais, c'est un peu à la louche, je suis d'accord. Et ce qui est compliqué, c'est que le taux horaire, c'est vous qui allez le définir. Oui. Donc si vous trouvez que le bénévole, ça correspond au niveau d'un SMIC, ou alors ça correspond à 50 € de l'heure, c'est vous qui définissez. Donc le montant, vous voyez bien qu'il peut monter très vite. Si vous avez même 10 bénévoles qui passent 200 heures de l'année, qu'on fait fois 20, le montant peut arriver à des sommes vraiment énormes. C'est pour ça qu'il est aussi différencié, notamment dans les budgets des collectivités, où on a le total de vos charges et produits, et ensuite il y a le tableau de la valorisation qui nous donne un autre total. Mais c'est très important de le faire apparaître, parce que, et c'est très important, enfin, c'est important aussi de montrer votre méthode de calcul, pour montrer notamment le nombre de bénévoles que ça représente. Donc des avantages, renforcement du réseau, de la visibilité et de la légitimité, souplesse, solidarité locale, peut débloquer ensuite des financements parce que voilà, c'est adapté dans vos budgets. Les limites, c'est la difficulté à estimer la valeur réelle, comme on parlait voilà, notamment sur le bénévolat, dépend de la disponibilité des partenaires et ne remplace pas des fonds pour les dépenses obligatoires. Voilà, ça rentre pas dans votre trésorerie, c'est pas de l'argent qui rentre. Mais je trouvais important de le faire apparaître et de vous dire que c'est très important de le mettre. Chez certaines collectivités, ça rentre dans le calcul total. Donc votre budget, il peut devenir très 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 important. Faut pas en abuser, mais c'est important de le mettre. Comme la mise à disposition de salles, de bureaux, de terrains de sport, c'est important de l'avoir aussi, même si les collectivités maintenant vous donnent de plus en plus le montant que ça fait. Voilà pour cette première partie sur les types de financement. Maintenant, je voulais avoir vos retours un peu de vos expériences rapidement. Est-ce que il y a des oublis? Est-ce que de vos expériences, il y a des choses où vous y êtes pas du tout, où vous y êtes? Qu'est-ce que ça vous imagine ces choses-là? FTVA. Pas forcément de retour. Bon, tant mieux si c'est bon pour vous. Après, c'est les conférences des financeurs et
pour des projets bien particuliers et je dirais aussi en réponse à des marchés, hein. Ouais, ouais, de plus en plus, on va demander aux associations, voilà, tout ce qui est autour des appels à projets, et Les appels ben à projets, oui, c'est le mot que je cherchais, oui. Tous ouais, les et appels à ben de projets, oui. pouvoir répondre à ces appels avec des demandes de plus en plus fortes. Ouais. Et on va avoir de plus en plus besoin de professionnels, de personnes qui vont être capables de répondre à ces appels à projets et de pouvoir proposer quelque chose de complet qui va pouvoir amener à un financement. Mais voilà, enfin, tout ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Ça revient un peu au projet de l'association, au projet que vous pouvez avoir. Nous, on dit souvent, un appel à projet, il est logiquement pas fait pour créer un nouveau projet pour pouvoir répondre à cet appel. L'idée, c'est quand même d'avoir l'objet de votre association qui découle sur des actions, sur des objectifs, et autour de tout ça, on va aller voir les financements qu'on peut mettre en face. Et les attributions de contrats pluriannuels d'orientation, de financement de 2025 et comme 2026, hein. Hum, ouais, tout ça, voilà, ça peut rentrer en compte. J'ai une question. Quand on entre en démarche des sponsors, qu'on arrive sur une entreprise et qu'on aborde le sujet RSE, Hum, quels sont les avantages pour une entreprise qui finance dans son cadre de la RSE? Quels les avantages. arguments, nous, en tant que demandeurs, on peut avancer auprès de l'entreprise? L'argument principal, c'est voilà, votre association, elle a une activité qui est d'intérêt général, qui profite voilà à l'ensemble de la société, on va dire. Et ensuite, je suis pas expert de la RSE, mais il y a 7 principes dans la RSE. C'est en fait de voir votre association auquel elle peut plus ou moins répondre et auquel vous allez pouvoir mettre en avant. En fonction aussi de la politique de l'entreprise. Donc certaines entreprises choisissent un ou deux principes RSE et se disent on va aller à fond là-dessus. Ça va être de voir est-ce que nous on peut répondre en face à un de ces principes et comment eux ils vont pouvoir le valoriser. L'idée c'est que eux, quand ils vont financer des associations dans leur politique RSE, c'est de pouvoir valoriser ce qu'ils font et le mettre voilà dans leurs objectifs, dans leurs contrats, dans leurs comptes rendus. Donc ça va vraiment dépendre des entreprises, mais pour une association, la première chose à faire, c'est peut-être de s'informer un petit peu sur la RSE, sur les principes, les 7 principes qu'il peut y avoir, et pas forcément de mettre quelque chose en face de chacun de ces principes, mais de choisir ceux qui peuvent correspondre, et puis de les valoriser pour les entreprises. Je sais pas si ça répond à la question. J'avoue que sur la RSE, je suis Je voulais juste débutant, on va savoir dire. si, par exemple, quand on démarche une entreprise voisine de l'activité, Mm. on lui dit, bon, évidemment, si vous donnez un don, il y a le SERPA en échange. Mais par contre, est-ce qu'il y a un avantage supplémentaire pour l'entreprise si ça rentre dans le cadre de sa RSE? Au moins un avantage financier? Ah non, au niveau Non? d'un financier, non, non, pas C'est du tout. juste au C'est niveau juste, eux, ils vont le valoriser, en fait, ils vont valoriser, de plus en plus, ils valorisent leur partenariat, leur mécénat avec des associations dans cette D'accord, politique-là. Mais non, ça d'accord, va rien leur apporter, que ce ok. soit financier ou pas financier. Après, eux, ça va être leur jeu d'aller le valoriser et de montrer à leurs collaborateurs, à leurs financeurs, aux autres partenaires que voilà, ils agissent cette partie-là. D'accord, merci. Alors, eh bien, on continue. On va aller un petit peu vers la diversification de ces financements. Et donc, pourquoi diversifier ces financements? Le premier point, limiter la dépendance à un financeur unique, comme ça peut être le cas des fois avec la collectivité partenaire ou un partenaire très important qui a voilà des fois 20, 30, 40, 50% de la totalité du budget qui couvre cette partie-là. Très Euh, dangereux. ouais, très dangereux. On dit souvent que, enfin, nous, on le voit de plus en plus,
à partir de 30, allez, 30, peut-être 40%, ont un financeur, qu'on n'est qu'un seul sur un seul financeur, pardon, ça devient dangereux. Sécuriser le budget en cas de baisse de subvention, gagner en autonomie sur son projet, voilà, notamment en faisant rentrer des financements propres. On vient à contrôler son projet, son association, son budget. Construire un modèle économique plus résilient, accroître la crédibilité auprès des financeurs et partenaires. Voilà, les partenaires et les financeurs, plus ils voient que votre budget est bien construit et qu'il y a plusieurs ressources, plus il va se dire que, ah oui, c'est sérieux, qu'on ne dépend pas seulement de moi, et il va de plus en plus vous financer. Et permettre l'innovation et le développement de vos actions. Voilà, c'est simple, hein, plus on a de différents financements, et logiquement, plus on a de capacités, plus on a de budget, et donc plus on va pouvoir se permettre d'aller sur des champs où on pouvait être parfois un peu limité. Souvent, maintenant, ils demandent si on a plusieurs financeurs en même temps parce que Ouais. ils veulent pas financer s'il n'y en a pas deux autres en plus. C'est ça, exactement. Là où parfois dans le temps on a pu voir que voilà un financeur il voulait être quasiment à 100% sur un projet. Maintenant c'est de plus en plus rare. Hein. Et en tout cas notamment dans le public, toutes les collectivités partenaires elles vont vous demander d'avoir d'autres financements et que le projet soit porté à plusieurs échelles. Et on le voit aussi, voilà, sur des projets, des fois, ils vont même pouvoir vous demander d'être plusieurs associations, notamment les financements de l'Europe. Je les connais pas tous, mais la plupart, il faut être formé en voilà plusieurs structures qui se rejoignent. Il y a encore beaucoup de financement Euriops, non? Non, Non. non, c'est rare et ça demande vraiment, voilà, de se mettre en commun entre associations. Ouais. Et vraiment, c'est des dossiers très compliqués, très complets, et dans le suivi, euh, ça demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de professionnalisme. Et dans les paiements très tard. Aussi, ouais. De toute façon, on va dire, plus on monte dans la collectivité, voilà, la ville, le département, la région, l'État, et plus les financements vont être de plus en plus longs. Ça passe par beaucoup plus de mains, donc voilà, c'est plus long. Alors, on va évoquer un petit peu les modèles socio-économiques. Diversifier ses financements, c'est une étape nécessaire qui demande un travail global sur sa structure. Ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le projet associatif doit être au cœur de cette réflexion. On en parle souvent lors de ces visios ou quand on échange avec les associations. Le projet associatif, ça doit être la base du projet, ça doit être quasiment automatique. Quand on dit projet associatif, faut pas que ça fasse peur. On ne parle pas forcément d'un document de 40 pages qui a mis un an à construire. Ça peut être très simple. L'idée, c'est qu'on part de l'objet associatif. Avec cet objet, on va voir un peu ce qui entoure l'association, ses partenaires, ses adhérents, ses dirigeants, ses bénévoles. Et ensuite, on va aller vers des objectifs. Quels sont les objectifs de l'association dans un temps défini, 2, 3, 4, 5 ans. Et avec ces objectifs, on va pouvoir parler en action. Qu'est-ce qu'on met en place pour répondre à ces objectifs dans 3, 4, 5 ans? Et ce projet associatif, il est vraiment au cœur de votre structure et il est au cœur notamment de cette partie financière. C'est grâce à ce projet associatif que vous allez pouvoir réfléchir au modèle socio-économique et aller plus loin sur cette partie-là. Le modèle socio-économique, si on dérive un peu du financier, il repose sur 3 leviers. Les richesses humaines, donc tout ce que je vous ai dit un petit peu là, les bénévoles, les dirigeants, les adhérents, vos salariés, vos partenaires, tout ce qui est en richesse humaine. Ensuite, les financements, qu'on va voir la slide d'après, et puis vos alliances, vos partenariats privés ou publics. Quand on va sur la partie financière, en fait, d'après le mouvement associatif, j'ai repris des documents du mouvement associatif, je vais vous enverrer les petits guides après, par mail, vous allez pouvoir vous mettre un peu plus là-dedans, aller voir ce que ça veut dire réellement. Mais on voit 7 modèles de ressources. Donc,
si on prend ici en face du modèle économique, là où c'est écrit M1, M2, M3 jusqu'à M7, ça va être les différents modèles de ressources. Donc, dans le modèle 1, on va parler d'autonomie des membres. Donc, c'est vos membres qui viennent contribuer à une majeure partie dans la vie de l'association, notamment par des cotisations et leur engagement de ses membres. Le modèle 2, on va parler de prestations, valorisation de savoir-faire. Donc là, c'est comment vendre les revenus, enfin vos activités et comment en faire des revenus. Donc vente de produits, de licences, droits d'utilisation, vous allez vendre votre savoir-faire, ce que l'association et ses membres savent faire. Le M3, où je vais passer rapidement, opérateur de politique publique, ça va être des conventions avec l'État, la réponse à des appels d'offres, etc. Là, on est sur voilà, les modèles socio-économiques, où on va concerner les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, mais aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Sur la dernière partie, financement par un tiers, on va parler des financements publics, donc avec le modèle 4, subventions publiques. Donc là, les subventions, État, collectivités territoriales, donc ce qu'on a parlé au début, et le modèle 5, abondement, donc des cofinancements publics, institutions internationales, des fonds européens, etc. Et sur les deux derniers, des financements privés avec le modèle M6 et M7, donc mobilisation privée, donc des dons, mécénat, partenariat privé. Les éléments valorisables, ça peut être du bénévolat, mécénat de compétences, dons en nature. Donc toute cette partie partenariat et dons. Et le modèle 7, le modèle mutualisé, où là, on va être plus sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire que des associations, co-investissement de fondateurs, où là, dans des associations, c'est très rare parce qu'on n'a pas de retour sur cet investissement. Pourquoi je vous ai montré ça? C'était pour voir les différents modèles possibles. Nous, dans les associations, et ce qui se fait majoritairement, c'est une sorte de modèle hybride où on va un peu piocher dans notamment le M1, l'autonomie des membres, le modèle 2 avec la prestation, la valorisation, le modèle 4 avec les subventions et le modèle 6 avec la mobilisation privée, dont mécénat partenariat. C'est voilà les 3-4 financements que je vous ai présentés au début. Et donc, dans nos associations, on va être plus dans un modèle hybride où on va aller chercher dans ces 3-4 modèles de ressources. Si vous voulez aller plus loin sur le modèle socio-économique, il y a des documents qui en parlent très bien et qui le présentent très bien. Je vous donnerai accès. Et puis, si vous voulez aujourd'hui, voilà, on va pas rentrer dans le détail de vos financements, comment c'est possible. On reste très large. Mais c'est ce que je dirai à la fin. Si vous avez besoin qu'on aille au détail de vos structures, faut pas hésiter à venir vers nous. Ça va là-dessus ou Oui. c'est complètement flou Dans l'idée, c'est ce qu'on s'est dit en début de visio, les différents types de financement, mais je voulais vous présenter voilà cette ressource de modèle socio-économique. Donc, on parlait de diversification. Pour structurer votre stratégie de diversification, forcément, un travail de fond est nécessaire. On a parlé du projet associatif, c'est un acteur très important. Le modèle socio-économique, vous allez questionner les ressources humaines, financières et les partenariats, c'est aussi très important. Les étapes, voilà, une proposition de stratégie. La première étape, faire un diagnostic, ressources actuelles et les risques associés. Si vous êtes financé à 70% par la collectivité, par votre ville, il y a des risques qui vont être associés. La baisse de la subvention, potentiellement l'arrêt de cette subvention. On ne sait pas voilà, ce qui peut arriver. Donc à partir de ce moment-là, on va se dire ah oui c'est un peu risqué. On va essayer de faire un diagnostic sur toutes vos ressources et puis les risques qui peuvent y être associés. Définir vos axes prioritaires de développement, là on va renvoyer au projet associatif. Le développement, est-ce que vous vous êtes dit que vous vouliez faire tout ça d'ici 1 an, mais en fonction de vos ressources actuelles, vous dites ah bah en fait on a peut-être vu un peu gros.
Donc, en fonction du diagnostic, on va pouvoir définir des axes prioritaires réalisables. Développer une offre associative claire. L'offre associative, faut pas que ça fasse peur, hein. On peut parfois rester dans ce qu'on fait actuellement, notamment avec vos valeurs associées et puis l'impact que ça aura sur votre association, sur votre territoire, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a construit nos axes prioritaires, qu'on a développé notre offre associative, on va pouvoir identifier les financeurs adaptés, donc voir lesquels vont pouvoir financer tel développement. Est-ce que c'est un pot commun qui va venir financer l'ensemble? On va essayer d'aller chercher tous les types de financement et puis mettre en place un plan d'action avec ce qui nous reste à faire. Si c'est des partenaires, et de la prospection, un calendrier mis en place, des outils, on parle de budget prévisionnel, on parle pourquoi pas, de dossiers de mécénat, de partenariat, on va essayer de se construire un sorte de dossier de subvention avec tous les éléments. Vous le voyez sans doute quand vous répondez à des appels à projets ou des demandes de subvention, les questions demandées, elles sont souvent similaires. Donc, est-ce qu'il serait bon de construire un document où on reprend un peu une présentation de l'association et puis de présenter notre projet associatif. Et une fois qu'on a les financeurs, qu'on les a trouvés, fidéliser les financeurs, voilà, avec du reporting, donc de continuer à leur parler de vos actions, une transparence, que ce soit financière des activités, et le relationnel. Voilà, vous savez bien ou mieux que moi, j'imagine, vos financeurs, il faut rester proche d'eux, leur parler de ce que vous faites, leur parler de votre développement. Souvent, on dit, voilà, on a envie de faire ça, et c'est souvent quand on parle avec ses financeurs ou ses partenaires qu'on se dit, ah bah oui, qu'on peut faire du lien, et qu'ils peuvent parfois nous dire, ah bah il y a cette subvention qui va sortir quand c'est des partenaires publics, ou il y a telle entreprise qui aimerait financer une association, ton projet va lui plaire, etc. Voilà, le relationnel reste quand même très très important dans les financements, que ce soit avec les différents acteurs. Est-ce que ça va là-dessus? Il y a des questions, ça vous interroge, ou ça va? Ok, je continue. On arrive sur la fin. Demain, je vous renverrai un mail, avec cette boîte à outils, même si je vais pouvoir vous dire où trouver toutes ces choses-là. Le premier, on a édité un petit fascicule qui s'appelle Questions de dirigeants avec le Crédit Agricole Normandique, des partenaires d'AE14, sur comment financer mon association. Donc tout ce qu'on s'est dit là, vous allez pouvoir le retrouver dedans et vous allez pouvoir retrouver le détail des choses. On a parlé un peu de rescrit fiscal, on a parlé d'impôts commerciaux, on a parlé de partenariat, de sponsoring, de financement, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans ce petit livret. Il est accessible sur notre site internet et on l'a aussi en format papier. Donc si vous passez par le bureau d'AE14, notamment au 1901, la maison des associations de Caen, n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous en donner. On a cet article sur comment financer mon association, on a aussi 3 autres sur devenir employeur et sur le numérique, la place du numérique dans l'association. Tout à l'heure, je vous présentais les modèles socio-économiques par le mouvement associatif. Voilà, ils ont un petit livret de 3-4 pages qui s'appelle le kit asso du partenaire sur mieux connaître les modèles socio-économiques associatifs. Je vous enverrai le PDF demain. Comme ça, vous allez pouvoir un peu plus vous familiariser avec ce qu'on parle dans le modèle socio-économique. Un guide qui est sorti dernièrement, où là, il y a des choses à piocher, il y a des choses un peu moins, parce qu'on va parler vraiment d'économie sociale et solidaire, mais financer son projet d'ESS, qui est un guide d'environ 40 pages, je crois, où vous allez pouvoir trouver pas mal d'éléments. C'est pareil, je pourrais vous l'envoyer. Et puis, on a des documents accessibles sur notre site internet, ae14.org, où vous allez pouvoir vous renseigner là-dessus. Et des modèles de documents que nous, on a construits. Tout à l'heure, je vous parlais de budget.
Voilà, budget prévisionnel, même si on va vers la comptabilité de trésorerie, nous on a construit des modèles, donc faut pas hésiter à nous envoyer un mail en nous disant tiens, je suis en train de penser à ça, avant que je le fasse, est-ce que à 14 vous n'aurez pas un modèle? Voilà, l'idée c'est de mutualiser. La mutualisation, c'est dans les valeurs d'AE 14, donc de pouvoir vous permettre de gagner du temps sur des choses que nous on a déjà mis en place. Donc sur ce genre de choses, faut pas hésiter. Voilà, des budgets prévisionnels, des projets associatifs où vous allez écrire dedans, mais vous avez la base. Voilà, des modèles de dossiers de partenariat, ce genre de choses. Faut pas hésiter à nous envoyer un mail et on essaie d'y répondre. Pour conclure, et avant de vous laisser un peu la parole si vous souhaitez, diversifier ses financements, c'est renforcer la stabilité, l'autonomie et la capacité d'action de son association sur le long terme. La diversification, c'est la sécurité et l'autonomie. On vous rappelle que les financements ils vont au-delà des subventions. Clarté, régularité et relationnel qui font le succès de vos potentiels financements. Et même une petite association peut diversifier efficacement. Quand on parle d'une petite association, c'est pas péjoratif. Voilà, on parle d'une association non employeuse ou avec 3, 4, 5 jusqu'à aller 10 salariés. On parle encore de petites associations. C'est tout à fait possible de diversifier efficacement. Et des fois, c'est même ceux qui le font le mieux parce que ils ont un peu de subventions, ils ont un peu de partenaires, ils ont un peu de ressources propres. Voilà, il faut commencer dès le début. C'est ça l'objectif, ou s'y mettre pour pouvoir avoir un budget complet où vous allez avoir dans la case ressources beaucoup de cases différentes. Je vais vous laisser la parole si vous le souhaitez. Faire très attention quand vous avez une association avec un salarié ou plusieurs salariés, parce qu'on parle souvent de la trésorerie, on a des sommes d'argent en trésorerie, mais la trésorerie, ça ne veut rien dire. La trésorerie sert aussi éventuellement au cas des problèmes, éventuellement même de licenciement. Complètement. Et de retraite. Et de retraite, tout à fait. Ouais. Il faut bien le prévoir quand vous avez des salariés. Ouais, bien voir, voilà, je sais plus le mot, les sommes prévisions de trésorerie, retraite. ça veut rien dire. Ouais, des prévisions retraite, ce genre de choses quand vous avez des salariés. Ouais, comme dit Joël, c'est très important et la trésorerie, quand on a des salariés, elle va demander à être un peu plus importante forcément que quand on en a pas. Parce que les gens souvent confondent, même je dirais dans les mairies et autres. Moi, j'ai été maire adjoint aux finances, je veux dire pendant 18 ans. Alors, je dirais les gens confondent beaucoup entre la somme qu'on nous présente et la trésorerie qu'a besoin une association qui a des salariés surtout. Parce Ouais. qu'en cas de pépin d'un financeur éventuellement, ça peut être jusqu'à l'arrêt de l'association. Et là, bien entendu, faut pas oublier qu'on a quand même des sommes à reverser aux salariés. Ouais, en tant qu'employeur associatif, voilà, Associatif. on est employeur avant tout, et donc on n'a pas de laisser passer. C'est ce qu'on appelle les provisions pour risque. Oui, mais il faut bien le prévoir, parce que souvent les gens pensent, ah, vous avez de la trésorerie, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent. Il faut bien prévoir aussi de bien expliquer. Moi, je sais que j'ai bien expliqué à tous les membres du bureau que la trésorerie, c'était aussi pour le futur. Hein. Oui, tout à fait. Il faut toujours avoir un peu de réserve. Et bon, enfin, nous sommes une petite association que de bénévoles qui démarre. Je présente souvent aux adhérents et aux administrateurs en leur disant la première chose qu'il faut voir, c'est quelle est notre dépendance vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler des donations ou des approches extérieures, et qu'est-ce qui se passerait si l'association n'en avait plus, et de regarder si on a la capacité à avoir finalement une autonomie sans celle-là, c'est-à-dire, supposons qu'on n'en ait pas pendant une année, qu'est-ce qui se passe? Et toute notre comptabilité, elle est faite là-dessus, c'est-à-dire, moi, je dis aux gens, je dis aux trésoriers, regardez bien la dépense que nous avons là, mais prenez les dépenses obligatoires qu'on a, toutes celles qui font vivre, et les ressources qu'on a en contrepartie. Si on arrive à équilibrer entre nous
pas de problème. Si vraiment on a quelque chose qui commence à être déficitaire, là, va falloir commencer à réduire un petit peu le champ des dépenses. Voilà. Bon. C'est une approche, parce que quand j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle de travailler sur des approches de gestion, d'approches d'association comment dirais-je, avec des sommes importantes et avec des commissaires aux comptes, etc. Tout à fait. Et on avait effectivement des réserves pour les licenciements, des réserves pour les subventions Europe qui pouvaient ne plus venir, etc. Tout à Et il fait. s'étonnait qu'on avait de la réserve. Mais je disais, vous savez, la réserve peut fondre très rapidement. Ouais, Elle peut Très fondre très rapidement. c'est rapidement. sûr. Hein. Voilà, tout ce que vous Voilà. dites, exactement, c'est signe de bonne gestion, je dirais. Et des fois, c'est vrai que les collectivités, quelles qu'elles soient, peuvent avoir du mal à comprendre. C'est aussi, voilà, quand on a une comptabilité de trésorerie, avoir une somme importante en banque, ça peut être compliqué de le montrer seulement avec votre bilan et votre budget prévisionnel. Donc, faut pas hésiter Faut quand on l'expliquer fonctionne aussi avec une en compta. AG, parce C'est qu'en ça. AG, avec les adhérents, quand ils voient la somme que l'on peut avoir, les cotisations, on peut avoir des réflexions en disant, mais vous avez vu ce que vous avez en banque et vous avez vu Tout à les fait. cotisations que vous nous demandez. Et c'est là où il y a Oui. il y a toute la pédagogie à faire afin de faire comprendre que effectivement, il faut avoir un fonds de roulement très important pour pallier à ce genre de soucis. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. Suffit que vous avez pas, suffit qu'il y ait une annulation des subventions ou un appel à projet que vous attendiez que vous n'avez pas, et aussi bien prévoir avec les appels à projet. Souvent, on a des réponses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et l'argent arrive qu'au mois de juin ou au mois de juillet, si c'est pas des fois septembre, de bien prévoir cet argent-là, éventuellement pour l'année suivante et pas Oui. pour l'année passée. Ça Pourquoi? arrive Parce bien que souvent, hein, que voilà. voilà, des Et comme fonds. ça, vous avez un an d'avance pour Vous travailler avez pour l'année raison. suivante. C'est de faire vivre l'association en considérant que l'aide qu'elle va avoir, ce sera un plus par rapport à ce qu'elle a actuellement. Tout à fait. C'est un effet d'approvisionnement nécessaire. Sinon, vous vous trouvez avec des inquiétudes quand ça vient pas, et puis Ouais, après, tout à fait. des, C'est de la bonne gestion de des père de famille. problèmes à peu en finir. Exactement. Voilà. Bon, faut pas gérer comme je pense qu'il faut éviter de gérer comme l'État, mais bon. Non, c'est pas la peine, là, parce que là, ils ont déjà du mal au bout d'un certain temps. On voit ce qui se passe tout de suite, et c'est pas exemplaire. Voilà. Voilà. Non. Donc, prenons exemple sur nos Oui, associations oui, tout à fait. qui fonctionnent, et puis on s'en sortira comme ça. Merci à Voilà. tous des échanges et de votre attention et présence. Je Donc, vous finirai en nous vous disant envoyez que par mail les documents. exact, je vous envoie par mail les documents. Oui, Voilà, on a été très large, donc n'hésitez pas à venir vers nous. Moi et oui. mon collègue Florent, on est dispo pour aller un peu plus dans le détail de vos associations et vous accompagner là-dessus. Ça fait partie de nos missions en tant qu'adhérent à L14. Voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis je finirai en décembre. On n'aura pas de jeudi, dernier jeudi du mois qui tombe au Nouvel An ou à Noël, si je me souviens bien. Donc on va faire l'impasse sur celui-là et on se retrouvera en janvier. On va parler d'apprentissage avec l'intervention voilà du centre de formation sport animation tourisme de Normandie, qui est un de nos partenaires depuis hier. On vient de signer une convention. Donc voilà, on abordera ce sujet de l'apprentissage et puis de l'emploi dans les associations lors de cette visio. OK. OK. Voilà pour moi. Je vous remercie.